Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, c'est de mon invité. Vous avez vécu le temps où à la radio comme à la télévision, on inventait ce qu'on n'appelait pas encore des concepts, plutôt qu'en adapter d'autres venus d'ailleurs. Vous en racontez les coulisses dans un livre qui devrait faire réfléchir les dirigeants de bien des médias d'aujourd'hui. Bonjour Marie-France Brière. Bonjour. Alors, vous êtes une pionnière de la radio et de la télévision. On va évoquer avec vous, à travers ce livre, Qu'Étal, la vie d'artiste, sorti chez Kero. On va évoquer une période mythique de la radio et de la télévision dont vous avez été un témoin et dont on a finalement peu de traces aujourd'hui. Et on va le faire à travers les dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie, si vous êtes d'accord. Ok. Alors, première date que j'ai trouvée, 24 septembre 1959, première d'une émission mythique. Salut les copains. C'était France qui chantait. Exactement. Ouais. Et c'était la première de l'émission qui a changé votre vie et qui a changé la vie d'une génération. Oui, mais en fait, moi, j'ai pas assisté à la naissance, puisque moi, j'étais en Argentine à cette époque-là. Et je suis arrivée en France en 61. Et c'est là où j'ai découvert, effectivement, plein d'émissions que je ne connaissais pas. Une radio, d'abord, que je ne connaissais pas, qui n'existait pas quand j'étais partie. Et puis toutes les émissions de cette radio. Alors, il se trouve que cette émission est née par hasard. En fait, Daniel Philippaki était arrivé à Europe numéro 1 un peu parce qu'il était photographe au départ. Oui, il était photographe à Paris Match. Voilà, et il avait une collection de disques de jazz, je ne sais pas si vous le savez. Et lorsqu'ils ont lancé, pour ceux qui aiment le jazz avec Franck Teno, oui. Il n'y avait pas assez de disques. Donc il est venu pour ça. Et puis, salut les copains, ça se passait la chose suivante. Ils avaient engagé une jeune animatrice américaine, je ne sais pas si vous en souvenez, Cindy, qui parlait à son chat pour lancer les disques. Ah bon, non, mais j'ai pas connu ça, moi. Ça ne marchait pas, et c'est comme ça qu'ils ont appelé Daniel Philippaki pour aider Cindy. L'émission passait une fois par semaine, le jeudi, pendant une demi-heure, et ensuite il a repris l'émission avec le succès que l'on connaît. Ah oui, et en plus il est passé en quotidienne. Moi, je l'ai découvert en quotidienne déjà. Exactement. Alors, il se trouve que ça passait le jeudi, jour de congé des enfants, et cette époque, vous l'avez assuré, je crois, en faisant des interviews et en assurant le montage d'interviews. Oui, mais non, au début, je rangeais les disques. Oui. Je les sortais des pochettes suivant la programmation. J'en profitais pour les écouter. Et puis, une fois l'émission passée, je rangeais les disques. Et je les mettais bien dans la pochette. Il fallait qu'ils soient. C'était un travail fastidieux au départ. Oh ben non, c'était vachement bien, j'écoutais tout. Je suis née avec eux, quoi. Exactement. Et après, vous avez été occupé effectivement des interviews, de montage. Alors après, j'ai commencé, oui, puis en plus, j'ai commencé à trouver des choses, quoi, dans tout. Parce qu'il y avait quand même un fatras d'idées qui sortait, mais le nombre de disques, c'était hallucinant. Oui. Et des 45 tours, il y avait un 45 tours tous les 3 mois, et le 33 tours réunissant les chansons de l'année. Et puis il y avait aussi le 33 tours qui faisait 25 cm. Oui. C'est le fameux que j'ai échangé contre la fameuse chanson que j'avais ramenée du Brésil, et j'ai échangé cette chanson contre G.I. Blues d'Elvis Presley et Les femmes c'est du chinois de Gainsbourg, ce qui a fait dire à Gainsbourg toute sa vie: vous êtes une catastrophe ambulante. Il se trouve que cette chanson, c'est le point de départ de votre carrière, c'est Brigitte Bardot. Brigitte, beijo, beijo. Alors, il se trouve que ce sont deux compositeurs brésiliens, Jorge Vega et Michael Gustavo, qui ont écrit cette chanson pour le carnaval de Rio, en hommage à Bardot, qui venait d'être connu qu'avec Dieu créa la femme. Ah oui, c'était ça, mais moi, une fois de plus, j'étais en Amérique du Sud, donc Rio était l'escale des paquebots de ligne qu'on prenait pour rejoindre la France. Et à l'escale de Rio, effectivement, on avait été se balader Rua Ouvidor, qui est la rue où il y a toutes les maisons de disques. Et elles passent toutes des disques différents. Il y a une espèce de tintamarre dans cette rue. Et c'était l'époque du carnaval, donc toutes les sambas du carnaval passaient. Et au-dessus de tout, j'ai entendu Brigitte Bardot, Bardot. Quand vous n'avez pas été pendant 1 an en France, ça fait drôle, quoi. Oui, et en même temps, ça a été un déclic pour vous. Vous avez acheté le disque et vous l'avez rapporté en France. C'est ma mère qui l'a acheté, c'est à elle que je dois tout ça. Et vous êtes revenu en France en disant, personne ne la connaît en France, et vous avez eu une idée. Non, mais c'est parce que j'ai commencé à écouter Europe numéro 1 que je ne connaissais pas. Il y avait un monsieur qui s'appelait Lucien,
qui présentait une émission qui s'appelait le Disco Ball, où il passait des disques qui étaient inconnus, comme genre Le Clair de Lune à Maubeuge, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puis il y avait aussi Tutti Frutti d'un dénommé Jean-Philippe Smet. Oui, mais en même temps... Il a dit on va casser le disque, c'est la seule fois où il s'est gouré. Et vous savez pourquoi il l'a cassé? Parce qu'il y avait aussi sur le même 45 tours Itsy Bitsy Petit Bikini, qui était une chanson de Dalida, la fiancée de Lucien Maurice à l'époque. Mais sa femme même. Oui, ils étaient mariés. Si. Enfin, ils n'étaient pas encore divorcés. Alors, il se trouve aussi que ce Clair de Lune à Maubeuge, on en a retrouvé la trace. Non. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais... Cette chanson, Le Clair de Lune à Maubeuge, c'est un succès mondial, ce qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Pierre Perrin l'a écrit et tout le monde l'a repris de Bourvil à Annie Cordy. Et aux États-Unis même, elle est devenue un succès. Non. Si. Elle a été traduite, c'est devenu un hymne à cette ville. Et Pierre Perrin, on l'a oublié aussi, était chauffeur de taxi, mais il avait commencé à faire de la télévision avec Aimé Mortimer, et il a collaboré avec le romancier James Hadley Chase pour la version musicale de Pas d'orchidée pour Miss Blandish. Non. Si. Mais c'est formidable. C'est incroyable. Oui. Alors, vous découvrez... Mais donc je me dis, moi je sais toujours pas que ce Lucien qui présente le Disco Ball, c'est le patron de la station. Comment je peux savoir ça? Donc je dis à ma mère me dit, mais t'écoutes ce disque 50 fois par jour, puis t'écoutes cette émission qui te plaît beaucoup, pourquoi tu vas pas leur proposer le disque? Et donc j'appelle, je trouve le numéro de téléphone et j'appelle la radio. Et je tombe sur Mireille, qui était la secrétaire de Lucien. Et je lui dis, j'ai un disque que vous n'avez pas et je voudrais vous le faire écouter. Et elle me dit, envoyez-le. Et c'est là où j'ai décidé que le facteur, ce serait moi. J'ai pris l'autobus d'abord le 21 jusqu'au Châtelet. Et après le métro jusqu'à Franck-Roosevelt. Je suis allée rue François 1er. Et là, j'ai attendu peut-être 3 heures. J'avais des chaussettes Burlington et une jupe écossaise. Et pourquoi avoir attendu? Vous vouliez vraiment le... Mais parce que je voulais voir le Lucien en question et on me disait qu'il n'était pas là. Et moi, j'avais pas beaucoup de temps parce qu'à la nuit tombée, il fallait toujours que je rentre chez moi. Et donc, finalement, vous voyez le Lucien. Mais je le vois arriver. Je vois arriver un rouquin et un brun. Mais ils étaient vieux, ils avaient genre 30 ans. Oui. Et je me précipite sur eux et je leur dis, Brigitte Bardot, c'est moi. Et Lucien, qui avait été prévenu par sa secrétaire, me dit, bon, allez, venez. Et c'est là où j'ai débarqué dans son bureau. Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais c'était des gratte-ciel de disques. J'ai eu l'impression de voir New York pour la première fois dans son bureau. Et il m'a dit, il a écouté, il m'a dit, c'est épatant. Et il m'a dit, qui est l'éditeur? Et là, j'ai eu l'impression qu'il ne me parlait pas en français. Je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Et il a vu que c'était les Bendiger, il a appelé au Brésil, enfin, avec Barclay, ils ont tout pris, ils ont pris les droits. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez en échange? Et j'ai donc pris ces deux, enfin, un 33 tours et un 25 cm. Oui. Et voilà. Mais il se trouve en plus que cette chanson a été un succès avec Dario Moreno en français. Oui, mais même la version originale a bien marché. Mais moi, j'ai rien vu du succès, sauf que j'ai eu le culot de demander. Il m'a dit, mais c'est tout ce que vous prenez. Et là, j'ai compris que j'avais quand même un trésor entre les mains. J'ai dit, non, je voudrais faire un stage ici. Et à ce moment-là, le brun, qui était Daniel Philippaki, mais que je ne connaissais pas, a dit, mais Lucien, t'es cinglé, c'est une fillette. Et à l'époque, la majorité était à 21 ans. Moi, j'en avais 17 et demi. Et donc, Julien a dit, ramenez-nous une autorisation de vos parents, et puis on vous prendra en stage 1 mois. Et résultat, vous êtes resté plus qu'1 mois. Oui, vous avez commencé, je crois, vous avez travaillé à la pub. Oui, alors après, parce qu'il trouvait que j'avais le sens du rythme et des jingles. Et en fait, la pub, c'était un speaker qui les lisait à l'époque. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre des musiques. Et je mettais toutes les musiques de Salut les copains, en fait. Mais les instrumentaux. Et il y avait des rédacteurs tout à fait inconnus. Il y en avait un qui s'appelait Jacques Martin. Oui, il était sinistre, il était triste. Ah bon? Ah oui, Jacques, il était très triste. C'est lui, les pattes, mais des Panzani, c'est lui. Ça me faisait hurler de rire, moi. Puis un jour, il m'a demandé, il m'a dit, écoute, on me propose d'aller faire tout l'après-midi du dimanche à Antenne 2. À l'époque, c'était Antenne 2. Est-ce que tu viendras avec moi? S'il m'avait dit, est-ce que tu veux travailler avec moi? J'aurais dit non. Mais est-ce que tu viendras avec moi? Ça m'a plu. Il m'a dit, tu amènes ta cohorte qui te suit partout, tes chanteurs à rythme.
Ça, c'était beaucoup plus tard parce que Jacques Martin, effectivement, a débuté les années 60. Il était à Strasbourg et il y a eu un seul article qui a été écrit sur lui et qui a tout déclenché. C'est Jacques Chancel dans Paris Jour qui a dit « Ce garçon a un grand avenir ». C'est ce qui était vrai. Il y avait aussi Étienne Rodagil. Oui, parce que mes parents m'avaient promis que je continuerais mes licences, parce que je voulais absolument faire une licence de français et d'espagnol pour avoir exactement l'égalité de culture, ne pas paraître moins intelligente dans une langue que dans une autre. Et donc j'allais à la fac le soir, parce que je travaillais à Europe, et dans ma classe, il y avait Étienne Rodagil, et il y avait aussi Eddie Vartan, qui faisait lui une licence de lettres françaises. Eddie Vartan, qui avait demandé à sa sœur Sylvie de l'aider parce qu'il manquait une chanteuse. Mais non, mais c'est pas. Moi, je leur racontais ma journée à chaque fois. Et là, un soir, j'ai raconté que Philippe Aquil était embêté parce qu'il avait fait déjà l'orchestration et que sa chanteuse Gillian Hills avait une angine, une ceinture de voix. Et c'est sa femme qui lui prêtait les studios parce que sa femme était assez riche. La femme de Daniel était assez riche. Je crois qu'elle possédait les studios d'Eka. Mais elle connaissait l'énergumène, elle lui a donné que pour une journée. Et donc, il était très embêté. Et je raconte ça le soir à la fac, quoi. Et Eddie me dit, mais moi, ma sœur, elle chante. Et on a été la chercher au lycée Marcel Bizot, dans le 13e, mais on l'a emmenée au studio. Et c'était Sylvie Vartan, effectivement, qui a débuté. Je suis restée amie depuis, hein. C'est ça qui est formidable. Je ne sais pas si vous savez, elle a vendu son disque sur un grand magasin des Champs-Élysées. Elle gagnait un peu d'argent de poche, mais comme il n'y avait pas de photo sur la pochette de ce disque avec Francky Jordan, personne ne l'a reconnue. Mais bien sûr, parce que la photo, elle avait été faite avec Gillian Hills. Exactement. Ça, c'est la première partie. Une autre date importante dans votre parcours, c'est le 13 novembre 1962. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-France Brière. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-France Brière. Vous publiez Quétal, la vie d'artiste chez Kéro, un livre qu'on évoque tout au long de l'émission parce que c'est votre histoire à la radio et à la télévision. On a expliqué comment à 17 ans vous avez débuté à Europe numéro 1 en forçant un peu la porte. Et le 13 novembre 62 est sortie une chanson et je crois que vous avez été la première à repérer que cet artiste avait un grand talent. Ouais. Là, c'est pas en 62, c'est un peu plus tard. En 62, je suis sûr. Parce que j'étais RTL, j'avais boudé. Oui, c'est la RTL. Voilà, c'était Sheila, effectivement. Vous êtes à l'époque à Radio Luxembourg, je crois. Oui, parce que j'étais partie, j'avais boudé, parce que à Luxembourg, il m'avait proposé, c'était un journaliste qui s'appelait Pierre Andreau, qui m'avait proposé de faire toute la programmation d'une émission qui s'appelait Le Passe-temps des dames et des demoiselles, vous voyez, la modernité du truc. Et je me suis ennuyée à RTL, sauf que j'ai fait 2 découvertes. Effectivement, Claude Carrère avec son énorme écharpe, qui est venu me vendre un disque de sa production. Elle s'appelait Annie Chancel. Hein. Oui, en fait, elle s'appelait Sheila après cette chanson. Exactement. Et elle vendait des bonbons sur les marchés. Et puis, c'est à RTL aussi, j'ai rencontré les Beatles. Oui. Voilà. Qui n'étaient totalement inconnus. Mais totalement. Ils étaient en Allemagne, ils étaient 5. Il y avait un autre avec eux. Et ils n'étaient pas connus du tout. C'est après que je les retrouvais à Europe. Oui, en fait, Chantal Goya les avait rencontrés quand elle avait 14 ans parce qu'ils avaient dîné chez la duchesse de Bedford, chez qui Chantal habitait. Mais en France, ils étaient inconnus. D'ailleurs, je crois que vous avez eu un dialogue avec McCartney et Lennon et ça s'est terminé par un livre de poèmes de Lennon. Oui, c'est vrai. Non, mais parce qu'après, évidemment, quand je suis retournée à Europe, parce que Lucien Maurice est venu me chercher pour dompter, disait-il, Hubert Vaillaf. On va en parler. Qui avait épuisé 13 réalisateurs en 15 jours, un truc comme ça. Et Lucien lui avait dit, écoute, moi je vais te trouver un monstre, tu vas voir, tu vas... Et quand il a vu le monstre, 1m58, il a décidé de m'appeler King Kong, qui m'est resté pendant toute Europe, en fait. Et j'en reviens aux Beatles parce que vous les avez connus avant le succès et c'est presque en les écoutant que Bruno Cocatrix a décidé de les engager. Mais il a même attendu plus que ça. En fait, on faisait tous les vendredis, on faisait l'émission depuis le Marquise à Londres et là, on les a vraiment bien connus. Et Hubert était très ami avec Harrison et moi, j'étais assez copine, effectivement, avec McCartney, dont la mère me tricotait les pullovers, vous savez, à jacquard, là. Pour Noël. Donc chaque année à Noël, on avait un pullover tricoté par la mère de McCartney.
Et on les a très bien connus à cette époque-là. Effectivement, Lennon, il était tout le temps en solitaire. Ils avaient 4 Rolls, Lennon dans une, nous entassés à 10 dans la deuxième, et la troisième et la quatrième roulaient à vide, mais suivaient. Et il se trouve donc qu'ensuite, ils ont été repérés par Cocatrix. Non, il les a repérés parce qu'on les a amenés à Lyon. Voilà. Parce que Roger Lamour dirigeait le grand salle de Lyon qui s'appelait, je me souviens plus quoi. Et il les avait amenés parce qu'on avait tellement insisté avec Hubert. Et Cocatrix était là, il a vu que... Bon, ils ont tout cassé à Lyon, ça a été incroyable. Ils ont fait Lyon d'abord, et après, il les a engagés. Et après l'Olympia, ils sont devenus stars internationales aux États-Unis. Et Hubert, justement, c'est lié à ce générique. Ça, c'est aussi un grand souvenir. Hubert Wayaf dans le vent à 20h. Je crois que c'est l'émission la plus surréaliste de l'histoire de la radio. C'était déjà notre association, elle était pas mal. Et effectivement, et on s'est pas rendu compte qu'on faisait de la radio filmée. Parce que ça aurait pu être une émission de télévision, tellement c'était fou. Et ça avait un potentiel incroyable. Hubert était fou aussi. Il vous a tout demandé. Génial. Mais non, mais j'étais aussi pour. Quand on a décidé de faire en plein été une plage rue François 1er, on a ouvert tous les caniveaux et on s'est fait livrer 2 tonnes de sable. Et donc, les flics ont attendu qu'on finisse l'émission, ils nous ont embarqués tout de suite après. Mais c'est vrai que ça avait un impact considérable. Oui, très. Et en plus, on touchait une population un peu plus vieille que Salut les copains. C'était vraiment les étudiants, enfin Bachot plus, quoi. Et Hubert a transformé le métier de disc-jockey parce qu'il était dans l'aéronaval à Marrakech. Il écoutait les radios américaines et quand il est arrivé à Europe, il a inventé ce métier. Oui, il écoutait beaucoup Radio Caroline. Il m'avait raconté, oui. Donc, c'est une époque où tout était possible, parce qu'il y avait aussi Maurice Gardette à l'époque à Europe 1, qui arrivait à cheval au studio, ce qu'on ne peut pas imaginer. Et Francis Blanche, complètement fou aussi. Il vous a fait quelques canulars ? Non, mais il a failli m'écraser par contre. Ah bon ? Parce que moi, je ne regarde jamais quand je traverse. Et il avait une énorme bagnole. C'était pas une Rolls, mais c'était un genre comme ça. Et il arrivait à peine où... On ne le voyait pas, quoi. Et lui, il ne voyait pas les gens non plus. Donc, il a failli m'écraser. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait quelques gags à l'antenne. Et un jour, il annonce à l'antenne qu'il a trouvé un médecin formidable qui soigne le hockey. Et il donne le numéro de Jean Carmet. Et pendant 1 mois et demi, Jean Carmet a eu des coups de fil jour et nuit en entendant hic. Et à l'époque, il n'y avait pas de répondeur pour empêcher tout ça. Non, mais il n'y avait aucune limite en plus, parce que les dirigeants avaient eu l'intelligence de se dire on va leur faire confiance, et puis si jamais il y a une catastrophe, on reprend les rênes et on les prive de tout. Donc, et en fait, moi, c'est là où j'ai commencé à être infusible. J'ai continué avec le président Bourges après. Bien sûr, mais effectivement, il fallait non seulement travailler beaucoup, mais faire preuve d'une imagination permanente. Ah oui, mais on bossait énormément, ça c'est sûr. Et c'est ça qui nous relie à la période actuelle. On est dans une période maintenant où il faut bosser beaucoup. Voilà. Mais bosser beaucoup dans la joie à l'époque. Ah ben, on riait beaucoup. Mais je pense qu'ils bossent dans la joie. Enfin, c'est pas pareil, parce qu'il y a l'ordinateur qui crée quand même une frontière entre les uns et les autres. Oui, mais en même temps, c'était une époque où c'était des années dorées, les années yéyé. On ne se rendait pas compte que c'était des années en or. On ne se rendait pas compte. Il n'y a pas très longtemps, dans un festival de Cannes, on était Sylvie et moi, et on a été prendre, je ne devrais pas dire ça, mais enfin bon, une vodka avec, vous savez, la bonne vodka avec l'herbe dedans. Oui. Et on discutait, on a dit, mais on n'a jamais vu... En fait, on a failli déglinguer tous les chanteurs avec nos yéyés, nous. Et on s'en est même pas rendu compte. Moi, Beko, il m'avait dit, mais t'as failli avoir notre peau, tu te rends pas compte? Parce que vous leur... Mais parce il y avait une déferlante yéyé, il y a plein de chanteurs qui n'ont pas résisté à ça. Et puis, un jour, un cousin, je vous fais entendre une chanson. Ça aussi, vous y avez cru, alors que les dirigeants de la maison de disques ont hésité à sortir le premier disque de Julien Clerc. Mais ça, je ne savais pas, moi. Mais oui, il était élève à la Canale, avec mon cousin Dominique. Et c'est lui qui m'avait parlé de Paul-Alain Leclerc. Et c'était en plein mai 68, on l'a été auditionné à la fois. Enfin, c'était dingue, quoi. Ça s'est passé comment ? C'était évident. C'était évident. Et moi, à l'époque, j'étais à Europe et je faisais une émission avec Jacques Ourevitch.
Non, Jacques Orebic, oui. J'avais inventé le truc, j'avais fait chanter Jacques Orebic est là, et on a lancé le truc en détournant l'indicatif de l'émission. En fait. Et c'est vrai que Julien Clerc débutait timidement d'ailleurs, parce qu'il n'était pas sûr de faire carrière. Ouais, mais enfin, il a été vite coaché par Bertrand de Labbé, ça a changé quand même beaucoup de choses. Oui, et en plus, vous avez vécu le moment où il a accepté de jouer R. Ah oui, mais R, on l'avait vu à New York. J'avais vu à New York en off Broadway, et c'était Nessu Ertegun qui m'avait recommandé d'aller voir R. Et quand on a été voir R, c'était extraordinaire. Et à la fin, il y avait sur scène donc tous les comédiens, et puis Bertrand Castelli et Annie Fargue. Et moi, je les connaissais pas du tout, et je me suis précipitée vers eux en disant c'est absolument magnifique que vous veniez en France. Je suis à Europe numéro 1, je peux tout faire. J'ai passé ma vie à bluffer, moi, c'est incroyable. Et ils sont venus en France, et voilà. Et moi, j'en avais parlé à Bertrand et à Julien, et effectivement, il a fait le rôle. Oui, il se trouve en plus que c'est dans sa loge de l'Olympia que Julien Clerc a vu cette proposition, puisqu'il était la première partie de Beko à l'époque. Oui, absolument. Et c'est vrai que ça a changé sa vie aussi, parce que R... je ne sais pas, il faudrait lui demander, mais en tout cas, c'était une belle étape. Est-ce que, avec le recul, vous êtes conscient de tout ce que vous avez fait en radio J'ai aucun recul. C'est ça mon problème. Vous l'avez vécu comme ça? Mais voilà, c'était jour après jour. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la radio, je pense que ça reste mon média favori. Ça ne vous a pas empêché de passer à la télévision, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 7 juillet 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-France Brière. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-France Brière. Vos mémoires, Quétal, la vie d'artiste chez Kero, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Mais vous évoquez votre parcours en radio, on l'a expliqué, et parcours à la télévision. Et il y a une date importante dans votre histoire avec la télévision, c'est le 7 juillet 1990. Fort Boyard, la première d'un jeu. Vous n'imaginiez pas que 36 ans plus tard, il serait à l'antenne? Bon, je pense pas à ça. Moi, si ça me plaît, ça me plaît. Et voilà, et il a été bien entretenu quand je suis partie. Oui. Et voilà. Mais je crois, et vous le racontez dans ce livre, que la saison 1 n'était pas performante. Ah ben non, mais en plus, la saison 1, moi, j'avais caché quand même toutes les difficultés. Je venais d'arriver à France Télévisions, qui à l'époque s'appelait France 2. Et avant, j'avais fait la fameuse folie de la 5, qui était quand même une épopée. Et Jacques-Antoine était venu avec une carte postale où il y avait le fort au milieu. Et au lieu de lui dire qu'est-ce que c'est, je lui dis c'est un jeu de rôle. À l'époque, c'était la grande mode des jeux de rôle. Il m'a dit ouais, d'une certaine façon, oui. Et je lui dis écoute, je peux pas le faire là. On est sur la 5, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avenir. Mais je te promets que si un jour je suis sur une grande chaîne, le premier que j'appelle, c'est toi. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivée à France 2 maintenant. Et Jean-Michel Gaillard m'a accueilli. Directeur général, oui. Qui était directeur des programmes à l'époque. Il m'a accueilli. Il m'a dit, le bureau est vide, mais en tout cas, la fenêtre donne sur l'appartement de Marlène Dietrich. Et il y avait une rose dans un vase. Oui, et d'ailleurs, cet appartement, elle se cachait pendant 15 ans. Elle échappait aux paparazzi, mais elle téléphonait à tout le monde. Moi, elle m'appelait de temps en temps pour commenter un article du Figaro. Mais on ne la rappelait pas, parce que si on la rappelait, elle disait, c'est pas moi. Ah bah oui, d'accord. Mais moi, je ne voyais que des lumières... au travers des rideaux. Et jamais des lumières directes. Hein. C'était toujours des petites lampes sur lesquelles elle mettait un truc en plus par-dessus le marché pour que ce soit vraiment très doux, quoi. Mais je l'ai jamais vue. J'ai jamais vu comme une silhouette très loin, mais j'ai jamais vu. Mais ça me faisait rêver. Oui, parce qu'en plus, elle refusait des paparazzi. Il y en a qui ont essayé de monter sur les arbres avec une grue pour tenter de la photographier. C'est pour ça qu'elle avait mis des rideaux
pour empêcher qu'on la voie. Alors, il se trouve que vous arrivez avec Jacques-Antoine. Jacques-Antoine, il faut savoir, c'est un pionnier de la radio. Il a inventé toutes les grandes émissions. Oui, puis il a surtout écrit La vache et le prisonnier. C'est Exactement. formidable. Il a écrit des feuilletons pour la radio et la télévision. Et il a vu une folie totale. Et Fort Boyard, il a eu l'idée, je crois, en voyant sur la piste de Xapatan. Non, la piste de Zapatan, c'était après. Oui, enfin, il a eu l'idée. Non, il a eu l'idée en voyant les Aventuriers, le C'est film. ça. Et il se trouve qu'il a voulu... Il a racheté le fort, en plus, ce fou. Un dentiste. Il a racheté un dentiste, oui. Oui. Et moi, quand j'ai vendu l'émission en disant que ça allait être formidable, j'ai jamais dit qu'il fallait mettre des câbles pendant 19 km dans la mer. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça allait être formidable et génial. Et le directeur de la production, à l'époque, s'appelait Jean Rosa, qui après a été sur Arte. Je serai toujours reconnaissante parce qu'il est sorti de la réunion en disant, écoutez, on ne le fera que si vous arrivez à convaincre Jacques-Antoine de revendre le fort. Parce que à 1 franc symbolique au département. Parce que sinon, vous allez ruiner France Télévisions. Et vous irez en prison parce que c'est quand même le service public. Donc j'ai convaincu Jacques de le revendre 1 euro au département de la Charente-Maritime. C'était le sénateur Bello qui était le président du département. Et c'est eux qui ont fait tous les travaux. Mais enfin, ils ont récolté la fame, comme on dit en Argentine, c'est-à-dire la gloire. Oui, et en même temps, il y a de nouveaux travaux aujourd'hui. Ils ont investi 44 millions d'euros pour que le fort soit même visitable par les nombreux touristes. Oui, mais ça, moi, je me suis toujours opposée à ça. Et ça, c'est une bêtise de faire visiter le fort. En tout cas, on n'y est pas encore. Je le redis. Mais Jacques-Antoine, d'ailleurs, au départ, même sa famille ne voulait pas qu'il se lance dans cette aventure. Sa femme lui a dit, mais tu es fou. Il a dit, si c'est pas le fort, on ira faire notre prochaine émission au sommet de l'Himalaya. Oui, mais je sais pas, mais lui, il était persuadé que ça allait marcher. Hein. Vraiment, on a vécu cette aventure, comme la piste de Xapatan après, qui a moins bien marché, mais qui était aussi une aventure. Alors, il se trouve que vous avez repéré Patrice Laffont, mais que vous lui avez adjointe une jeune femme qui était à la météo, qui était Sophie Davant. Mais oui, mais en plus, je ne la connaissais pas, mais en tout cas, elle m'avait sauvé la vie parce que la première année, j'ai enregistré toutes les émissions d'un coup. Et c'est une erreur colossale. Parce que tout d'un coup, il y a eu un samedi où il faisait un beau temps incroyable. Nous, on avait de la pluie sur le fort pendant tout le temps. C'est pas possible, c'est pas. Et donc je l'ai appelé à la météo et j'ai dit, vous pouvez pas dire qu'il y a une espèce de dépression au-dessus de Foura et qu'il y a une tempête au-dessus de Foura. Et elle l'a fait. Et donc moi j'ai trouvé dingue et ça a marché. Oui, ça a marché. Mais aujourd'hui, Foura se réjouit d'ailleurs que quand on se promène dans la ville, chaque commerçant a quelque chose qui se rapporte à Fort Boyard. C'est évidemment, ça fait quoi, 35 ans 36 ans. 36 ans, oui. C'est fou. Alors, il se trouve que Patrice Laffont, un jour, a décidé d'arrêter, et là, il a fallu trouver un remplaçant. Ouais, et puis alors vraiment, il était irremplaçable, hein, Patrice, quand même. C'est là où j'ai eu l'idée de demander à Jean-Pierre Castaldi, qui était un comédien, qui faisait des feuilletons, qui était assez connu des chaînes. Et par contre, on a décidé avec le père Foura de lui créer un personnage. Et donc, tout était écrit. Et il n'avait pas l'habitude de la télévision. Donc, il marchait à l'oreillette. Moi, je lui disais ce qu'il fallait faire. À chaque fois, il disait « Merci Marie-France ». Il a fallu couper à chaque fois. Et « Merci Marie-France ». Mais ouais, c'était un vrai personnage. Je pense que le fait d'avoir fait un personnage a permis après d'avoir un autre animateur qui ne serait pas qu'animateur. Olivier, il a aussi... Olivier Mine, oui. Il a aussi créé un personnage après. Oui. Et à l'époque, Jean-Pierre Castaldi était très connu parce qu'il avait tourné Caius Bonus dans Astérix et Obélix, avec un costume fait à sa taille, ce qui n'était pas simple parce qu'il avait quand même quelques rondeurs et que ça a été sa gloire pendant des années. Oui. Alors ça, c'est Fort Boyard qui a bien marché. Et puis, il y a quelqu'un d'autre que vous avez découvert. Bernard Tapie, comme vous êtes le roi de la tchatch, vous allez finir mes phrases. Alors, je vous donne le début, vous me donnez la fin. Thierry Ardisson vous doit beaucoup, Marie-France. Mais Bernard Tapie aussi. Moi, j'en en parlais aussi, mais Thierry Ardisson. Ah, mais c'est un ami très cher. Mais non, mais je lui dois beaucoup. C'est Philippe Aki qui me l'avait envoyé. Il m'avait dit, je t'envoie un mec de pub. Et moi, je n'arrivais pas à visualiser ce que ça pouvait être un mec de pub. Sauf que quand il est rentré dans mon bureau... il avait un langage tellement différent et tellement moderne. Et puis en plus, c'était un bosseur. Alors lui, incroyablement bosseur. Et non seulement il
il était formidable, mais il faisait tous ses habillages. Enfin, il était très Il était très multitâche. visuel, oui. Ouais. Mais à l'époque où vous le rencontrez, il fait de la pub et il se prépare à lancer la campagne Touche pas à mon pote pour Harlem Désir. Ah oui. C'était son actualité. Et il se trouve qu'au début, à la télé, il est très mauvais. Mais non, c'est pas qu'il est mauvais. Il a un trac terrible. Et la première émission qu'on fait, on l'a fait en direct, ça s'appelle Scoop à la une. Et dès le premier numéro, je lui ai dit, bon, on fera plus jamais de direct et je te conseille de plus jamais en faire dans ta vie. Et il a suivi ce conseil parce qu'il transpirait, on remplissait des cuvettes entières. On avait des grandes éponges, on lui imposait le front. Et il n'a jamais plus fait de direct. Et d'ailleurs, la première émission, c'est Henri Salvador qui l'a sauvé en arrivant sur le plateau et en le faisant sourire. Ouais. Et puis, il se trouve aussi que vous avez découvert Guillaume Durand. Non, j'ai pas découvert. Il faisait le journal de 8h du matin sur Europe numéro 1. Oui. Et on avait eu l'idée avec Thierry et Catherine Barma de faire une émission qui prendrait des témoins inconnus. En fait, c'était le début pour juger des événements. Et j'avais pensé que c'était bien qu'un journaliste comme Guillaume le fasse. Et j'étais chercher Europe numéro 1 à 8h du matin. On était prendre un café, et puis voilà. Et c'était face à la France, sur la 5, qui a quand même une formule qui a été inventée et reprise depuis, Marie-France Brière. Par qui ? Le même principe de ces débats, c'est sur toutes les chaînes aujourd'hui. Oui. Et puis Bernard Tapie, vous en parliez, là aussi, ça a été aussi un combat. Non, pas un combat, non. Un combat avec la haute autorité, l'équivalent de l'ARCOM. Mais Thierry m'avait déjà ouvert la voie. Hein. J'avais été convoquée plusieurs fois quand même dans des centres de police. Une émission qui avait fait scandale. Bah oui, on l'a même arrêté parce que c'était où on arrêtait l'émission et on avait un certain avenir, où on l'arrêtait pas et on se faisait virer tous les deux, définitivement. Et donc Bernard Tapie, j'avais rendez-vous avec Michel Sardou parce qu'on devait retransmettre son spectacle au Palais des Congrès, donc pour voir ce qu'il voulait faire, quelles chansons il allait chanter, où on allait mettre les caméras, enfin des détails un peu techniques. Et je suis arrivée en avance. Je me suis trompée d'heure. C'est la première fois que je suis arrivée en avance quelque part. Et je suis tombée sur un espèce de fou furieux qui donnait une conférence. J'ai cru que c'était un grand oral de Sciences Po, moi, au début. Et il expliquait à des étudiants en délire qu'on pouvait réussir si on le voulait. Et à la fin, j'étais vers lui, j'ai dit, je m'appelle Marie-France Brière, est-ce que vous voulez faire de la télévision ? Toujours ce bluff imbécile. Il m'a dit, bah ouais. J'étais tellement sidérée, j'ai dit, mais on appellerait ça ambition. Il me dit, on a déjà le titre, il n'y a qu'à faire l'émission. Et c'était Bernard Tapie, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Non, je ne savais même pas ce qu'il faisait, moi. Il avait fait des chansons, d'ailleurs, il avait fait un disque. Mais alors il l'avait caché, celui-là. Enfin, ça m'avait échappé, parce que je m'occupais moins de musique à l'époque. Enfin, moi, j'écoutais pas tous les disques, quoi. Et ça, cette émission Ambition a vraiment lancé médiatiquement Bernard Tapie, Marie-France Brière. Mais nous tous. On se lançait mutuellement, parce que on a quand même fait 46% de part de marché avec une jeune fille qui voulait faire un élevage de vers de terre. Mais parce qu'il y avait le bagou de Bernard Tapie. On le faisait à 3, il y avait Jean-Louis Borloo, et puis, comment il s'appelle ce public ? Jacques Séguéla. Jacques Séguéla qui coachait Bernard Tapie. Ouais. Et Jean-Louis qui lui évitait, qui était avocat, et qui lui évitait... C'est comme ça qu'on savait exactement ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Oui, parce qu'il était capable de tout, lui. Moi aussi, je ne me rendais pas bien compte. Alors, il se trouve aussi que quelqu'un vous doit beaucoup. Et quand j'ai vu la 600e de Taratata, je me suis dit... Mais il m'a forcé à y aller, en plus. Ah bon ? Oui, il m'a dit, faut que tu viennes. Je lui ai dit, mais attends, au bout de 600... Et j'ai découvert là que j'étais toujours au générique, ce qui m'a mis dans une colère noire. Et il m'a dit, jusqu'à la fin, tu seras dans le générique. Je dis, t'as tort, c'est quand je serai morte qu'il faudra me mettre, parce que là, ça n'a aucun intérêt. Mais alors, Nagui, justement, vous l'avez découvert ? Non, je ne l'ai pas découvert, il existait déjà. Moi, je ne veux pas dire que j'ai découvert. Pour la télévision, si. Ouais, c'est vrai, il était dans une radio dans le sud. Je ne sais pas si c'est à Marseille. Je l'avais repéré là. Et puis c'est la seule fois où il y a... Non, c'était pas la seule fois, parce qu'après il y en a eu plein, mais c'est la première fois où on faisait des études de marché pour savoir si on mettait les gens à l'antenne ou pas. Et Hervé Bourges avait commandé une étude de marché. Alors, déjà, moi, ça m'avait surpris qu'il fasse ça. Et parce que quand même, le délit de faciès, c'était pas son genre. Hein. Oui. Et au fur et à mesure que la dame...
lisait son rapport. Donc, on avait chacun le rapport et moi, je déchirais page par page. Alors, Bourges a trouvé ça à la fois très mal élevé, mais gonflé quand même, et il m'a fait confiance. Et Nagui a commencé avec un jeu qui a marqué une génération, et Taratata, parce que Taratata, c'est né aussi. Alors, le jeu, c'était que le meilleur gagne, et c'était pas une idée de moi, donc j'étais absolument furieuse. C'était une idée de Pascal Joseph. Par contre, j'ai eu l'idée d'en faire des mensuels avec des artistes. C'était toujours, moi, le même principe. Hein. Je prenais des gens connus pour faire des trucs que des inconnus auraient très bien pu faire. Et ce qu'a fait la télévision après, de prendre des inconnus pour tout. Et ça a été effectivement votre point de départ dans la carrière de la télévision. Et tout ça est évoqué dans ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 20 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-France Brière. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-France Brière. Alors on a évoqué votre parcours à la radio et à la télévision assez novateur. Et tout ça est résumé dans ce livre, Quétal, la vie d'artiste chez Kero, que vous avez sorti le 20 août 2025. D'abord, pourquoi raconter aujourd'hui ce parcours, Marie-France Brière? Mais j'en sais rien. Je suis incapable de répondre à cette question, même elle me fait peur et je me demande pourquoi j'ai écrit un livre. On vous l'a proposé? C'est Dominique Besnéard qui m'a beaucoup poussé à le faire. Parce que vous avez oublié quand même la troisième mi-temps qui est peut-être la plus importante. On va en parler tout à l'heure. Oui. Je n'ai pas oublié. J'avais commencé il y a quelques années. Et puis il m'a dit, mais tu écris bien. Donc pourquoi tu n'écris pas? Et moi, ce qui m'a amusé, c'est effectivement de l'écrire. Alors, écrire justement votre parcours au-delà de la télévision, je crois que dans vos ancêtres, il y a un grand-père chercheur d'or au Brésil. Mato Grosso, oui. Et vous êtes né avec une mère née en Argentine et un père à Honfleur qui serait un petit-neveu d'Alphonse Allais. Mais c'est ce que me disait ma grand-tante paternelle. C'est fou, ça. C'est peut-être que mon sens de l'humour vient de très loin, du côté d'Honfleur, j'en sais rien. Et Alphonse Allais, qui avant de devenir ce journaliste humoriste qu'on connaît, a été photographe avec son ami Charles Cros. Oui. Et comme ça n'a pas marché, il s'est tourné vers les textes humoristiques. Et votre père, je crois, il a été à Londres pendant la guerre. Oui, absolument. Il était condamné à mort par contumace. Pourquoi? Parce qu'il y avait Vichy quand même comme gouvernement. Oui, mais il avait des fonctions... Parce qu'il faisait... parce qu'il était parti. D'abord, il était parti à Londres et il ne suivait pas De Gaulle, lui. Il était psu. En même temps, De Gaulle a été très important dans votre vie. C'est l'image de votre enfance. Par contre, ma mère, il avait casé ma mère qui arrivait d'Argentine, qu'il avait épousée. Et puis après, elle ne l'a pas vue pendant 1 an, puisqu'il est parti. Et il l'avait casée dans une gentilhommière de mes tantes. Et je dis mes tantes parce que c'était ma grand-tante vivait avec une femme. Elle était, ce qui à l'époque était quand même révolutionnaire, quoi. Et donc c'était mes 2 tantes. Et donc même je crois que vous auriez pu mourir 2 jours après votre naissance. Oui, d'abord parce que je suis née sous les bombardements, et que effectivement je devais pas naître, je n'ai pas dû naître à 9 mois, et que ma mère, je faisais un bruit terrible, et ma mère avait demandé qu'on mette le berceau dans le couloir parce que ça m'empêchait de dormir. Et donc le berceau et la bonne sœur, quand elle est partie, elle a dit mais vous l'emportez, elle est encore vivante, oui. Oui. J'adore ma mère. Ils auraient pu finir sous les bombardements. Oui. Et puis, vous êtes arrivé en France, et je crois que après avoir vécu... Non, c'est-à-dire que je suis partie dès que la guerre a été finie. Le premier bateau en partance pour l'Argentine, ma mère l'a prise. L'a pris avec moi et mon frère. Voilà, vous avez vécu dans une grande maison là-bas. Oui. Et quand vous êtes revenu en France, je crois, à Houdan, ça vous a posé quelques problèmes à l'école. Complètement. D'abord, même le château de Houdan, il y avait quand même le broc dans le lavabo. Oui. Et puis, moi, j'habitais une grande maison coloniale. C'est là où on s'aperçoit que l'Amérique du Sud était en avance par rapport à la France, terriblement. Parce que nous, on avait une chambre, une salle de bain, une chambre, une salle de bain, une chambre, une salle de bain. Donc, quand j'ai fait ma première dictée française, on m'a demandé quelle était la pièce la plus indispensable. Et j'ai dit une salle de bain. Donc à l'époque où naissaient les HLM avec une douche qui était un progrès terrible,
j'ai été une subversive à mort, quoi. Et puis, on a beaucoup ri à l'école quand on vous a interrogé sur la capitale de la France. Oui, parce que moi, j'avais mon grand-père, mon grand-père chercheur d'or, il me racontait toujours les aventures de Hans, qui était un conteur alsacien. Et donc, il y avait toujours ces filles à coiffe. Et moi, quand j'étais chez les Bonnes Sœurs en Argentine, là, je croyais que c'était les gens de Hans, quoi. Je croyais que c'était les coiffes des Alsaciennes. Et donc, pour moi, ce qui était important, c'était Strasbourg. On m'avait montré l'église avec un seul clocher. On m'avait dit que c'était exprès, tout ça. Bon, j'avais pris tout ça. Et jamais on m'a parlé de Paris. Jamais, jamais. Et donc, quand je suis arrivée, on m'a demandé la capitale de la France et j'ai dit Strasbourg. Voilà. C'est embêtant quand même. Oui. Parce qu'en plus, je parlais très très bien français, mais parce que j'avais appris à l'Alliance française. Mais par contre, à l'Alliance, on ne vous apprend pas la grammaire, on vous apprend Molière, mais pas la grammaire. Et donc, je ne savais ni lire ni écrire en français, ce qui m'a valu des galères épouvantables. Ça s'est arrangé ensuite, puisque vous avez découvert la littérature et le théâtre. Et je crois que votre premier choc théâtral, c'est une pièce avec Serge Reggiani que vous avez vu au théâtre. Les séquestrés d'Altona, oui. Ça j'étais en philo. Ça m'a orienté à tout jamais, en tout cas. Cette pièce, il l'a jouée 520 fois, et c'était tellement épuisant pour Serge Reggiani qu'il a arrêté après avoir perdu 10 kilos. C'était un travail phénoménal. Et puis, il y a eu ce parcours à la radio et à la télé, et vous racontez, quand vous étiez à la radio, un concert mythique qui vous a valu quelques soucis. Astrojet, Whisperjet, Clipper, Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu. Lindbergh, Robert Charlebois, Louise Forestier à l'Olympia. Alors, j'avais suivi mon mari à Montréal parce que Gilbert Bécaud se produisait à la Place des Arts. C'est la première fois que j'ai vu une standing ovation de 4 minutes ou 5 minutes de 5000 personnes debout acclamant Gilbert. Et donc le soir, je ne pouvais pas dormir. J'ai écouté sur la radio qui s'appelait CKLM, je crois, justement Lindbergh, avec un garçon qui chantait et une fille. Et je ne connaissais pas le nom parce que la des annonces, c'était la troupe de l'Hostie Show, Robert Charlebois. Et donc, j'ai révolutionné la station de radio pour savoir le numéro de télé. Qui chantait ça? On me disait, mais l'Hostie Show. Oui, mais qui chante ça? C'est un garçon qui s'appelle Robert Charlebois, une fille qui s'appelle Louise Forestier. Et j'ai dit, ils ont un agent. Et donc, c'était Guy Latraverse. Donc, j'ai appelé Guy Latraverse. C'est ça qui est bien en Amérique, c'est qu'on vous donne toujours une première chance. On vous donne toujours les détails qu'il faut pour continuer. Et Guy, je lui ai dit, je suis à l'Europe numéro 1, je trouve formidable, je peux lancer le disque, qui était un bluff et à nouveau complètement ridicule. Enfin, non, parce qu'il y avait quand même Lucien Maurice qui connaissait mon pif. Et donc, il m'a dit, mais c'est dommage parce qu'ils sont à Chicoutimi, c'est assez loin, et c'était en hiver en plus. Et puis je lui ai dit, écoutez, je viens de Paris, donc aller à Chicoutimi, c'est rien. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on a mis 8 heures dans une neige absolue. Et on est arrivé donc à Chicoutimi, et il y avait ce spectacle, l'Hostie Show, qui ressemblait beaucoup à R à la même époque, c'était le même courant. Et je les ai trouvés mais absolument formidables. Et donc j'ai dit, venez à l'Olympia, je vais me démerder. Et j'ai oublié. Et 4 mois ou 5 mois après, l'agent m'appelle en me disant, ben voilà, on peut venir à l'Olympia une semaine. Et moi, au lieu de leur dire, mais non, c'est pas possible, etc., toujours dans ma démence, je dis d'accord. Et je vais voir Cocatrix, et je lui dis, je crois beaucoup en Robert Charlebois. Entre-temps, le disque passait beaucoup sur Europe, donc je savais que je me trompais pas. Et il m'a dit, écoutez, la seule date qui reste, à l'époque où ils peuvent venir, c'est en première partie de Georgette Plana. Et au lieu de dire non, c'est pas possible, etc., je dis oui, très bien. Et j'ai jamais dit à Robert qui passait derrière un caniche nain qui sautait dans les flammes d'un cerceau et qui finissait la première partie. Non, il y avait Antoine après. Et donc, il est venu répéter. C'est à l'époque où quand même, il prenait pas que des nourritures célestes. Hein. Oui. Et
Donc, il est venu répéter tout seul, donc il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il y avait dans le spectacle. Et c'est que au moment de passer qu'il s'est rendu compte de la dichotomie du programme. Et donc, quand il est arrivé, oui, effectivement, il a commencé ordinaire, il a commencé à tout casser, quoi. Oui, en même temps. Il a fait sa gloire. Hein. Aujourd'hui, il dit qu'en fait, la batterie qu'il a lancée dans la salle, elle est tombée dans la salle par erreur. Oui. C'est sa version d'aujourd'hui. Non, mais oui, mais il n'a rien contesté du livre, hein, et on s'adore. Et puis, vous avez été le témoin d'un autre moment mythique de la télévision, Marie-France Brière, c'est le jour où Serge Gainsbourg a brûlé en direct un billet de 500 francs. Ouais, témoin de loin, parce que Bourges m'avait interdit de venir dans le studio, parce que c'est moi qui avais eu l'idée saugrenue de dire à Jean-Louis Burgard, qui présentait 7 sur 7, ce serait bien que tu prennes quelqu'un d'autre que politique. Puis il en avait marre de tous ces politiques. Et j'ai dit, Gainsbourg serait pas... Il m'a dit, je voudrais Gainsbourg. J'ai dit, tu sais, il est très timide et très réservé. Donc on a été déjeuner avec Burgard, Gainsbourg et moi, et ça l'a intéressé. Donc bon. Et au retour, on a dû déjeuner le vendredi pour l'émission qui passait le dimanche en direct. Et au retour, c'était l'époque où il y avait pas des radiotaxis et tout ça. Et nous, on avait un point commun parmi tous ceux qu'on avait, c'est qu'on savait conduire ni l'un ni l'autre. Donc on avait déjeuné rue Marbeuf et on allait à pied aux Champs-Élysées chercher chacun un taxi. Et il y a une librairie, pas une librairie, une espèce de marchand de stylos, d'encre, de briquets, qui existe toujours. Et il me dit, attendez-moi, je dois acheter de l'encre violette pour mon blanc. Et donc je l'attends dehors et je regarde la vitrine et je vois des hippos. Et moi je fumais encore à l'époque. C'est marrant parce que Tony Frank, il a retrouvé une photo de moi et de Gainsbourg et on fume tous les deux, ça m'a fait drôle. Et donc je vois ces hippos, il a dû regarder à l'intérieur de la boutique que je voyais ces hippos. Il est revenu avec 2 paquets, un zippo noir pour moi et un pour lui. Et comme j'avais l'interdiction d'assister à l'émission, c'était de chez moi que j'ai regardé. Et tout d'un coup, je l'ai vu poser le zippo sur la table et j'ai senti qu'il allait arriver une catastrophe. Et quand la catastrophe est arrivée, le coup de fil est arrivé en même temps, et Hervé Bourges m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, restez dans les variétés, faites vos flonflons, vous faites ça très bien, mais là je vous suspends 3 jours, c'est pas possible. J'ai été viré 3 jours. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez une nouvelle responsabilité, c'est-à-dire que vous avez inventé un festival du film francophone à Angoulême. On est deux. On l'a inventé à 2. Avec Dominique Besnéard. Ouais, on est 6 à moi. Vous avez eu l'idée au départ, vous avez vérifié qu'il n'y avait pas de festival de ce genre, et vous avez appelé Besnéard pour travailler avec lui. Non, mais c'est-à-dire que moi, Dominique Besnéard, évidemment, il était agent chez Armédia. Je le connaissais, mais lui, il détestait mon parcours. C'est-à-dire que une fille qui profite des sondages qu'elle fait pour inviter les stars, pour faire de la promotion sans passer par les agents et tout ça. Enfin, c'était tout ce qu'il détestait. Donc, quand j'ai vu ce concept de film francophone, je l'ai vu à Montréal, pas à Montréal, à l'Ottawa. Je tournais à Ottawa une émission sur les alliances françaises avec une équipe anglaise de Radio-Canada. Et un soir, ils me disent de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire la dernière ville qui s'appelle Gatineau, qui parle français, il y a de l'autre côté de la rivière quelqu'un qui fait un festival de films francophones. Est-ce que tu veux venir avec nous? Donc en fait, on a pour faire 3 kilomètres, on a mis 3 heures, parce qu'il y avait une neige épouvantable, et on est arrivé dans une espèce d'hangar entouré par des autoroutes, et en fait, c'était un exploitant de salle, il avait 10 salles, et pendant un week-end, il ne passait que des films francophones, avec aucun artiste ni rien, mais c'est ce chatoiement d'affiches qui m'a rappelé la francophonie telle que je l'avais apprise à Buenos Aires. C'est-à-dire que la francophonie, c'est pas les Français. En France, on pense que la francophonie, c'est les Français, ce qui est pas vrai. Et j'ai trouvé ça formidable, et j'ai appelé Bertrand de Labbé pour lui demander s'il existait un festival de films francophones en France. Et il m'a dit, c'est bien une parole de Bertrand, il m'a dit, je me renseigne et je reviens vers toi. Et quand il m'a retéléphoné, il m'a dit, mais est-ce que tu as conscience quand même que tu n'y connais rien dans le cinéma? Donc là, il faudrait peut-être s'arrêter. Puis je dis, mais moi, je ne veux pas le faire toute seule. Je ne le fais que si je le fais avec Dominique Besnéard.
Et il m'a dit, mais appelle-le. Et moi, je savais qu'il ne me prendrait jamais au téléphone, puisqu'il avait un mépris total pour la façon dont je me conduisais quand même. Et donc, j'ai dit à Bertrand, je t'ai jamais rien demandé dans ma vie, je te demande simplement d'organiser un dîner avec Dominique. Et il m'a dit, est-ce que je dois venir? Je dis, ben non, parce que si je suis pas capable de lui raconter une idée, c'est que on le fera jamais. Alors, il a été très soulagé, il n'est pas venu. On a dîné ensemble et on s'est plus quittés. Et aujourd'hui, ce festival est un événement chaque année à Angoulême, à l'été. Vous battez des records de fréquentation. Je vous souhaite le même succès pour ce livre Quétal, la vie d'artiste chez Quéro. Mais maintenant que je l'ai écrit, j'aimerais bien finalement. C'est ça qui est terrible, la diction. Regardez, c'est un document pour l'histoire, en tout cas pour ceux qui connaissent les médias et qui aiment la radio et la télévision. Merci Marie-France Brière d'avoir écrit. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.